messieurs, merci de nous rejoindre pour le journal à la une. La 71e Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre ce lundi à New York, une réunion de haut niveau pour gérer les mouvements massifs des réfugiés et des migrants de plus en plus nombreux à travers le monde. Le président du Faso y est depuis hier. Il a été accueilli par la communauté burkinabé et le personnel diplomatique. À suivre également dans cette édition, le mécontentement des encadreurs pédagogiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des hauts bassins. Ils réclament de meilleures conditions de travail et exigent des autorités la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal à New York. C'est aux États-Unis. Le président du Faso y est arrivé hier dans la soirée pour prendre part à la 71e Assemblée générale des Nations Unies. Accueilli par la communauté burkinabé et le personnel diplomatique à son hôtel, Roch Marc Christian Kaboré prend part dès ce lundi à une rencontre de haut niveau sur la problématique des réfugiés et des migrants de plus en plus nombreux à travers le monde. Cette 71e Assemblée générale se tient dans un contexte de sécurité renforcée à New York à cause de la menace terroriste. La ville, vous le savez, ayant été secouée ce week-end par des explosions qui ont fait de nombreux blessés. On y reviendra plus en détail avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Ouedraogo et Arthur Ouedraogo. Retour au pays, le Premier ministre Paul Kabatiba poursuit sa campagne d'explication du PNDS, le nouveau référentiel de développement du Burkina. Après Dédougou samedi, il était hier à Koudougou face aux populations de la région du centre-ouest. Cette rencontre a permis au chef du gouvernement de parler de l'ouverture de l'usine Faso Fani et l'aménagement des routes, entre autres chantiers envisagés pour le compte de la région du centre-ouest. Adama Guiti et Draman Guéné pour le compte-rendu. 15 395 milliards de francs CFA pour faire fonctionner le Burkina jusqu'en 2020. C'est l'ambition du PNDS. Ici, à Koudougou, le Premier ministre présente le plan aux populations de la région du Centre-Ouest. Un programme qui se veut inclusif et le Centre-Ouest ne sera pas à la marge. L'ambition donc du plan national de développement économique et social, c'est de réindustrialiser les régions du Centre-Ouest. Parce qu'il y a un gros potentiel ici, il y a un savoir-faire et nous allons nous y atteler pour trouver, en ce qui concerne par exemple la valorisation du coton, il y a une forte demande. Il y a une forte demande. Il y a un savoir-faire qui est acquis. Nous allons tout faire pour relancer l'industrie textile dans la région donc, du centre-ouest. Le PNDS alloue 8 400 milliards de francs CFA aux investissements durant les 5 ans. Une première au Burkina selon l'orateur du jour. Mais en face, les attentes ne sont pas non plus les moindres. Si tu as 20 et quelques employés, tu vas payer, peut-être ça va pas arriver 2 millions et quelques. Mais la Sonabel uniquement, tu vas payer 2 millions et quelques. Donc ça fait que le travail, c'est dur. Comme le Premier ministre même voit ça, c'est ce que nous on va toujours demander. S'il veut que le développement puisse développer, il faut qu'il n'a qu'à voir l'air côté de Sonabel. Il faut que l'argent circule. Sinon, nous, commerçants, nous ne pouvons rien faire. Il faut aussi de bonnes routes pour mieux acheminer les marchandises. Raison de plus pour chacun d'adopter un esprit de civisme fiscal pour atteindre ses objectifs, a recommandé Paul Kabatiba. Car 64% des 15 milliards seront mobilisés sur la base des ressources propres. Direction Bobo Dioulasso, comme annoncé, les encadreurs pédagogiques de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des hauts bassins réclament de meilleures conditions de travail. Ils exigent des autorités la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, entre autres les frais de carburant et autres frais de formation jusque-là impayés. Hassan Gourabou, Karim Sissé. Inspecteurs, conseillers pédagogiques, instituteurs principaux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation donnent ici de la voix pour exiger de meilleures conditions de travail. Nous ne pouvons pas réussir notre mission d'encadreur si certaines conditions ne sont pas réunies. Ce sont entre autres des propos que tiennent les encadreurs pédagogiques à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des hauts bassins. En premier lieu, nous avons fait l'année scolaire 2015-2016 sans carburant. Alors que vous savez qu'il faut le carburant pour que les services fonctionnent. Deuxièmement, il y a les diplômes de CP,
de la session 2015 et 2016 qui ne sont pas disponibilisés au niveau des circonscriptions. Ce qui rend la tâche difficile parce que les parents viennent chaque jour pour avoir les diplômes de leurs enfants, pour les inscrire dans les établissements. En troisième position, alors, il y a une session, une rencontre préparatoire que nous avons eue avec la direction régionale et les frais de mission jusque-là n'ont pas été payés. Mais les responsables éducatifs rassurent que des négociations sont entamées pour satisfaire les acteurs. Il y a des solutions qui sont trouvées. Bon, comme le mouvement a été lancé, ça a dû se tenir, mais on va les rencontrer, on va discuter avec eux. Mais vous savez qu'en ce qui concerne les dépenses au niveau des services publics, ça suit un parcours. Depuis avant-hier, nous avons échangé avec la directrice régionale qui est actuellement en mission. Voilà. Et elle nous a assuré que l'ensemble des préoccupations sont connues, sont gérées. Et elle nous a instruit ce matin de venir rassurer les encadreurs pédagogiques qu'ils sont entendus. Un des points saillants de ce mouvement d'humeur tient aussi au nouveau organigramme dressé au plan national. Dernièrement, il y a eu un nouvel organigramme alors, qui fait que nous avons des éléments du secondaire avec nous. Nous n'avons rien contre les professeurs du secondaire, nous n'avons rien contre les experts du secondaire, mais nous disons que l'organigramme ne permet pas une bonne gestion du système éducatif. Les encadreurs pédagogiques entendent durcir le ton si toutefois rien n'est fait. Que sont devenus les déguerpis de Kunkunfuanu, une localité située à 70 km de la ville de Fada, estimée à 7000 personnes? Les habitants de ce tameau de culture ont dû quitter leur terre de culture sans aucune mesure d'accompagnement. Pour soulager un tant soit peu les souffrances, la coordination d'organisation de la société civile de l'Est vient de lancer une vaste campagne de collecte de fonds au profit de ces personnes déguerpies. On fait le point avec Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. Une année après le déguerpissement par force des populations de Kunkunfuanu dans la province du Gourma, la coordination d'organisation de la société civile de l'Est demande justice et solidarité. Pour cette coordination, depuis juin 2015, les 7000 habitants chassés de leur domicile et de leur terre de culture, sans mesure d'accompagnement, vivent dans une situation de précarité. Les populations déguerpies vivent depuis cette date sans terre d'habitation et d'exploitation, sans emploi, dans la famine, avec des centaines d'enfants déscolarisés et un cas de folie vraisemblablement lié à la situation. Ainsi, après maintes indignations et de condamnations sans succès, la coordination d'organisation de la société civile de l'Est décide cette fois-ci d'organiser une campagne de soutien financier et matériel au profit de ces personnes fragilisées. Conscients de ce qu'endurent les paysans déguerpis de Kunkunfuanu, nous lançons une souscription nationale et internationale afin de collecter des contributions diverses pour leur venir en aide. Pour ce faire, un comité de pilotage composé des organisations initiatrices est mis en place. Séance tenante, des responsables administratifs et religieux ont tous manifesté leur solidarité à cette action humanitaire. La coordination dit compter sur l'engagement de tous pour obtenir près de 2 millions de francs CFA d'ici à fin décembre 2016. L'aménagement du territoire est aussi une priorité pour le Burkina. Sur instruction du président du Faso, le schéma national a été élaboré et prend en compte les 13 régions du pays. Ce document cadre est actuellement en examen au ministère de l'économie, des finances et du développement pour validation. Pangma Drogo, Jean Zongo, Yolande Lompo. Les acteurs de la chaîne de l'aménagement du territoire au Burkina Faso et l'ensemble des structures impliquées dans le processus d'élaboration du schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire en conclave. L'exercice du jour consiste à examiner et à valider le projet SNADT élaboré depuis 2006 avec l'appui de la Banque africaine de développement avant son introduction en Conseil des ministres pour adoption. À travers donc ce document, on pourra organiser chaque région, chaque localité du territoire sur la base de ses potentialités et booster un minimum de développement à l'intérieur.
Au cours de ces 72 heures, les différents secteurs de développement vont être passés en revue. Car selon les résultats de l'enquête multicritère continue de 2014, rien que dans la région du centre, moins d'une personne sur 10 vit en dessous du seuil de pauvreté. Le document donne les orientations globales. Comment organiser l'occupation du territoire national par les 3 fonctions essentielles de la vie socio-économique, à savoir la fonction de production. Il y a ensuite la fonction d'habitation. Et la 3e fonction, c'est la fonction de conservation et de préservation de la nature. Et il faut les organiser de façon harmonieuse pour éviter qu'une fonction ne prenne le pas sur l'autre. Composé de 492 pages, le document soumis pour adoption est structuré en 9 rapports. YAM6, c'est le nom d'un projet qui vient en aide aux producteurs de la province de la Sicile. Lancé en mars 2015, ce projet met au point des technologies innovantes de gestion durable de la fertilité des sols et du système des cultures. Un an après sa mise en œuvre, l'heure est au bilan. Urbain Benito Sommet, Estelle Judith Assokba. La province de la Sicile est l'une des régions productrices d'YAM par excellence. Malheureusement, la production de cette tubercule est de nos jours en baisse en raison de la pauvreté des sols cultivables. Depuis l'année dernière, le projet YAM6 développe dans cette localité des méthodes de gestion durable des sols pour accroître le rendement à l'hectare de cette spéculation. Après une année d'activité, les acteurs du projet, chercheurs, producteurs et transformateurs se sont retrouvés à l'eau pour un premier bilan. Donc à ce jour, nous avons mis en place des plateformes d'innovation pour permettre aux producteurs de pouvoir mieux s'organiser autour de la filière et de discuter des contraintes en vue de trouver des solutions. Donc ils ont identifié des technologies qu'ils aimeraient tester. Et nous avons mis en place des essais pour expérimenter ces technologies-là avec eux. Donc nous avons aussi lancé la production de semences de YAM parce que le matériel végétal est très important. Il faut du matériel végétal sain pour accroître la production. Le projet dure 3 ans et selon le coordonnateur, ce bilan à mi-parcours est jugé satisfaisant et il faut penser à relever les défis. C'est d'abord de travailler dans la transdisciplinarité. Il s'agit en fait de combiner la recherche et la pratique. Mais en tout cas, grâce à la plateforme d'innovation qui marche très bien, donc il y a de très bonnes discussions au sein de la plateforme et nous sommes arrivés bien sûr à identifier des technologies qui, je pense, bien sûr, chaque producteur, chaque transformateur de YAM ou chaque transporteur va trouver son compte, bien sûr, à la fin. YAM6 a aussi un volet de renforcement des capacités des étudiants. Il est conduit par un consortium de chercheurs de la Suisse, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Burkina Faso. Il faut le savoir, le phénomène de la traite et des autres pires formes de travail des enfants est une entrave aux droits des mineurs. Cette fois, ce sont des hommes de médias des 13 régions du Burkina qui renforcent les capacités sur les techniques rédactionnelles relatives au travail des enfants, sur l'initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement. Kwala Nebié, Monkunda Biri. Les journalistes et les communicateurs veulent prendre désormais une part active dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. À l'initiative de l'UJACOT, le réseau initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement, ces hommes et femmes de médias sont là pour s'approprier les enjeux du phénomène en vue de le combattre. Pour ceux qui ont eu la chance de visiter certains sites aurifères, vous verrez que c'est scandaleux ce qui se passe là-bas. Des enfants exploités à corps et à cri et pour des rémunérations aussi pas faciles, 300 à 200 francs jour. Donc on s'est dit, qu'est-ce que nous en tant que journalistes nous pouvons faire? C'est de prendre nos micros, nos caméras, nos stylos pour dénoncer, pour sensibiliser, pour éduquer, pour donner la bonne voie à suivre. Dans ces actions, l'UJACOT bénéficie de l'accompagnement de la coopération allemande à travers le Fonds Enfants. Pour le ministre en charge de la protection sociale, le travail des enfants constitue un frein au développement du Burkina. Et l'action des journalistes est plus que jamais nécessaire pour forger une conscience populaire forte contre ce fléau. Il faut que les journalistes puissent s'exprimer, qu'ils puissent nous aider à dénoncer des situations inacceptables et qui puissent également nous aider à amplifier toutes les actions que nous-mêmes nous menons sur le terrain. 2 jours durant, les participants vont s'outiller sur les techniques rédactionnelles relatives au travail des enfants. Aussi vont-ils prendre connaissance de la législation en vigueur et des termes techniques
avec pour objectif de faciliter le passage du message pour une lutte efficace contre le travail des enfants. Actualité hors de chez nous, Rio a refermé dimanche ses Jeux paralympiques, les tout premiers d'Amérique latine qui s'annonçaient comme un fiasco, mais ont réussi à séduire le public après 11 jours de compétition dominée par la Chine. Suivons. La flamme paralympique s'est éteinte ce dimanche soir dans le stade du Maracanã à Rio au Brésil, après 11 jours de compétition largement dominée par la Chine qui récolte 238 médailles. Des milliers de spectateurs, dont 4350 athlètes, étaient présents à la cérémonie de clôture. Au menu, un hommage au cycliste iranien Baman Golbarnezad, décédé samedi lors d'une épreuve de cyclisme sur route. De nombreux musiciens de la scène brésilienne ont ensuite animé la soirée. L'un d'eux a tenu à exhiber le dos de sa guitare et cette inscription « Fora Temer, dehors Temer », un message adressé au nouveau président brésilien Michel Temer, histoire de rappeler que le Brésil est plongé dans une douloureuse crise politique et économique. Prochain rendez-vous olympique dans 4 ans, à Tokyo, au Japon. Dernier virage de ce journal avec la revue de presse de ce lundi. La commémoration de l'an 1 de la résistance au putsch fait la une de vos différentes parutions. À lire également dans les quotidiens l'incarcération de Béon Luc Adolphe Tiao, l'ex-premier ministre de Blaise Compaoré. La revue de presse est signée Toboum Evelyne Dabiri. Les quotidiens de ce jour reviennent sur la commémoration du premier anniversaire de la résistance au putsch. Sidoya relate l'événement. Discours du Premier ministre et du président de l'Assemblée nationale au cimetière municipal de Gunguin, dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des martyrs. Puis à 14 h, la minute de silence. L'hymne aux morts a été entonné par la fanfare nationale à la présidence du Faso et la sirène a retenti dans tout le pays. Mais un nuage noir a plané sur la cérémonie dû au mécontentement des parents des victimes et il y a eu du bruit dans le monde du silence, écrit l'observateur Palga. Le pays explique. Les parents des victimes qui ont dévancé les autorités au cimetière de Gunguin ont boudé la cérémonie officielle. Ils se plaignent de n'avoir pas été traités comme il se devait, eux qui se considèrent, à tort ou à raison, comme des pupilles de la nation, poursuit le journal Le Quotidien. Conséquence de cette discorde, écrit l'observateur Palga, le Premier ministre et sa délégation ont quitté le cimetière sans pouvoir saluer les parents des victimes qui ont refusé de le rencontrer et ont boycotté du même coup l'audience à la primature qui était prévue le même jour à 13 h. Autre fait rapporté par les parutions de ce jour, l'arrestation de Luc Adolphe Tiao. L'ex-premier ministre de Blaise Compaoré a été inculpé d'assassinat et écroué vendredi dernier à la Mako, et ce, après son audition par la Haute Cour de justice, rapporte le pays. Un retour que l'observateur Palga a qualifié de courageux, d'autant plus que Luc Adolphe Tiao a eu l'audace de faire malgré tout le grand saut et d'affronter son destin. Ce retour devait du reste montrer la voie à d'autres bons et bonzesses, estime ce journal qui interpelle au suivant. Ainsi s'achève cette session d'information de l'actualité de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi.